Heureusement qu'il y a un orange après tout, pour Tatooine. Ces deux étoiles forment ce qu'on appelle un système binaire. C'est deux étoiles liées par la gravité, qui orbitent l'une autour de l'autre en 41 jours. Autour de ce système binaire, nous avons trouvé une planète. C'est la première planète à être découverte autour d'un système binaire. Et cette planète, que nous avons appelée Tatooine, en référence à cette vieille série de films que vous appelez Star Wars, et bien cette planète, elle fait un tour autour de l'étoile en 225 jours. Ça veut dire qu'en fait, elle se trouve quelquefois plus proche de la naine orange et quelquefois plus proche de la naine rouge. Et donc l'illumination de sa surface est complètement différente. Cette zone verte que vous voyez apparaître, c'est ce qu'on appelle la zone habitable. C'est la zone où si nous placions une planète rocheuse avec une atmosphère, la température sera entre 0 et 100 degrés Celsius, propice à la présence d'eau liquide. Et nous savons que l'eau liquide est importante aux êtres humains, n'est-ce pas? Or, on vient de constater que Kepler 16b se trouve juste à l'extérieur. Tatooine se trouve juste à l'extérieur de la zone habitable. Mais après tout, nous ne perdons pas espoir. Si elle a une atmosphère assez dense, la température pourrait être convenable. Et finalement, il se peut qu'elle ait des mécanismes pour gérer cette présence de deux étoiles. Et donc, nous nous dirigeons tout droit vers Tatooine. En s'approchant, tout à coup, surprise, on se retrouve devant une planète géante de la taille de Saturne. C'est une planète gazeuse. C'est une planète où la gravité est trop forte. Trop forte pour les êtres humains. Et c'est une planète gazeuse, il n'y a pas de surface solide. Donc pas de possibilité de plantes, pas de possibilité de vie, d'un écosystème comme celui qu'on connaît sur Terre. Alors on pourrait se demander peut-être qu'on pourrait vivre dans les nuages, mais votre mesure de la température indique que la température est de moins 70 degrés Celsius. Il n'y a pas d'eau liquide présente ici. Et donc ce n'est pas une planète où vous allez pouvoir trouver Luke Skywalker. Il n'est pas là. Il n'y a pas de possibilité de vie humaine sur une planète comme celle-ci. Il n'y a pas de possibilité de vie tout court. Les conditions n'y sont pas propices. Illuminé par deux étoiles avec un changement de rayonnement, en étant à l'extérieur de légèrement à l'extérieur de la zone habitable, étant une planète géante gazeuse, ce ne sont pas les conditions qu'on cherche. On serait plus intéressé à une planète rocheuse qui soit dans la zone habitable. En fait, on a cherché des planètes dans la zone habitable, on n'en a pas trouvé. La présence de Tatooine et des étoiles ont fait en sorte que n'importe quelle planète qui se trouvait dans le passé dans cette zone habitable, il a été expulsé. Et donc c'est un système qui n'est pas propice à des planètes où une vie comme la vie que nous connaissions sur Terre puisse se développer. En deux mots, c'est pas la Tatooine de Star Wars. Et après tout, c'est un seul système que nous venons d'explorer. Notre galaxie contient 200 milliards d'étoiles. Un système binaire et une planète gazeuse, c'est pas la bonne. On chercherait une planète qui sera plus proche de son étoile, dans sa zone habitable. Autour d'une étoile peut-être unique, pas de binaire. Mais il y en a plein dans la galaxie. Alors je vous propose deux autres choix. Kepler 78b est une planète rocheuse semblable à la Terre qui tourne autour d'une étoile semblable au Soleil. Leech est un système de 3 planètes rocheuses qui tournent autour d'une étoile d'où nous recevons des signaux étranges. Alors, c'est le temps de choisir. Si vous voulez aller vers Kepler 78b, faites du bruit maintenant. Oula. Si vous préférez aller vers Leech, faites du bruit maintenant. Let's go! Eh ben, c'est Leech qui a la faveur du public. Et vers Leech, nous en allons.
coup, on fait face à une nébuleuse. Une nébuleuse, c'est un grand nuage de gaz. Très chaud. C'est pour cela qu'il délai la couleur. Les couleurs indiquent les compulsions des gaz qui le composent. Cette nébuleuse se trouve à quelques milliers de degrés Celsius. Les instruments de mesure du vaisseau vous indiquent que cette nébuleuse est en fait le reste d'une supernova. La supernova, c'est la mort explosive d'une étoile supermassive, beaucoup plus grosse que le Soleil. Et puis, les signaux qui viennent de Litch semblent indiquer qu'il se trouve à l'intérieur de cette nébuleuse. Il faudra donc plonger au cœur de ce nuage pour aller découvrir ce système de planètes. Mais bon, au XXIe siècle, nos vaisseaux spatiaux sont équipés pour toutes les situations. Et donc, on se dirige vers la source des pulsations de Litch. En s'approchant, on découvre tout d'un coup un genre de phare cosmique. Une étoile qui est en train de tourner très vite, à 160 tours à la seconde, qui envoie des faisceaux lumineux comme un phare vers l'océan. Vous faites face à un pulsar. Autour du pulsar, vous trouvez 3 planètes. La plus proche fait un tour de la planète en 45 jours, une planète rocheuse qui est 40 fois plus petite que la Terre, qu'on appelait Dogger. La deuxième, qui fait 4 fois la masse de la Terre, appelée Poltergeist, fait un tour autour du pulsar en 65 jours. Et la dernière, Phobodor, fait un tour en 95 jours. Elle fait 4 fois et demi la masse de la Terre. 3 planètes rocheuses d'un pulsar. Et en mesurant le pulsar, vous constatez que sa température est très élevée. À quelques centaines de milliers de degrés Celsius, c'est une étoile qui émet beaucoup de rayonnements X et de rayonnements gamma. Des rayonnements qui ne sont pas propices à la vie, en fait, qui sont l'opposé d'être propices à la vie. Des rayonnements qui peuvent stériliser les planètes autour. Mais ce pulsar, en fait, vous le comprenez très vite, c'est ce qui reste de l'étoile qui a explosé. Vous faites face à une étoile morte. Et vos instruments de mesure vous indiquent que ces planètes rocheuses sont en fait les restes des cœurs rocheux de planètes géantes qui ont été soufflées par l'explosion de la supernova. C'est un endroit où il n'y a pas de zone habitable. C'est un endroit où la vie n'est pas possible. Même si vous décidiez de vous implanter sur une de ces planètes rocheuses et d'essayer de faire pousser la vie, ce ne sera pas possible. Le rayonnement de l'étoile en empêcherait. Il n'y a même pas d'atmosphère autour de ces planètes. Elle a été soufflée par l'explosion de l'étoile. Et vous comprenez très vite que vous faites face à un cimetière stellaire et planétaire. C'était 3 étoiles intéressantes. 3 planètes intéressantes. Les signaux étranges, finalement, c'est rien que les pulsations de cette étoile qui tourne à une vitesse incroyable. Des pulsations radio. Parfaitement explicable par la densité de cette étoile et son nuage d'électrons. On chercherait des planètes rocheuses dans la zone habitable d'une étoile qui ne serait pas morte, d'une étoile qui serait une étoile encore d'âge mûr comme le Soleil. Bon, c'est juste 2 systèmes de 200 milliards possibles. Il reste 199 milliards 999 millions 999 998 systèmes à explorer. On va sûrement en trouver un. Une planète où les êtres humains pourraient vivre. Et donc je vous propose 2 autres destinations, beaucoup plus loin, à l'extrémité de la galaxie. La première destination, c'est Kepler 442b, connu sous le nom d'Elpida. Une planète rocheuse qui tourne dans la zone habitable du naine orange. Et Moonsea, qui est en fait une planète géante gazeuse, mais autour de laquelle nous avons découvert des lunes. Et cette planète et ces lunes tournent dans la zone habitable d'une étoile comme le Soleil. Alors c'est temps de choisir. Si vous voulez explorer Elpida, faites du bruit maintenant. Si vous préférez aller découvrir Moonsea, faites du bruit maintenant. L'équipage
a choisi Moonsé. Et vers Moonsé, à l'extrémité de la galaxie, nous nous en allons. Allons-nous trouver finalement un monde habitable par les êtres humains? On va aller le découvrir. Astral, l'étoile au cœur du système, est une étoile qui est légèrement moins massive que le Soleil. Elle fait 95% de sa masse et 95% de son rayon. C'est une étoile du même type, identique au Soleil, qui vivra à peu près 11 à 12 milliards d'années, similaire au Soleil. C'est une étoile qui est légèrement plus froide à 5100 degrés Celsius, mais qui émet donc essentiellement du rayonnement visible. Un tout petit peu moins que le Soleil, donc il faudra être un peu plus près pour avoir les mêmes températures. Mais en fait, c'est un rayonnement qui est convenable à la vie, comme on la connaît sur Terre. C'est aussi une étoile dont le niveau d'activité, ses projections de masse, ses taches solaires, sont similaires au Soleil. Et donc une planète qui serait, ou une lune d'une grosse planète qui serait identique à la Terre, protégée par un champ magnétique, pourrait voir la vie se développer, et donc pourrait être habitable. Jusque-là, ça tient la route. Autour de Astra, nous avons trouvé une planète, Moonsé, qui orbite à 147 millions de kilomètres. Un tout petit peu plus près que la Terre de son étoile. Elle complète une orbite en 325 jours. Une année qui est un tout petit peu plus courte que l'année sur Terre. Identique. Elle se trouve dans la zone habitable, mais plutôt vers l'extérieur. Donc elle serait peut-être plus froide finalement que la Terre. Mais après tout, tant que l'eau liquide est présente, il y aurait peut-être des solutions. La seule façon de savoir si ce monde pourrait être habitable par les êtres humains, c'est d'y aller. La Terre se trouve en fait au milieu de la zone habitable. Celle-ci, un peu plus loin. Mais après tout, l'atmosphère joue un rôle clé dans la température d'un monde. Alors, allons vers Moonsé découvrir la planète et ses lunes. Parce qu'après tout, on sait que cette planète, elle est gigantesque. C'est une planète de la taille de Jupiter quand on s'y approche. En s'approchant de la planète, vous constatez qu'effectivement c'est une planète géante. La taille de Jupiter, mais une masse qui est 10 fois la masse de Jupiter. Et tout à coup, vous comprenez que c'est une étoile ratée. C'est ce qu'on appelle une naine brune. Un tout petit peu plus de masse, elle aurait commencé à produire de l'énergie comme une étoile en brûlant de l'hydrogène. Mais se pose une condition intéressante, c'est qu'elle émet beaucoup d'infrarouge. Et en étant à l'extérieur, un peu à l'extérieur dans la zone habitable, finalement le rayonnement infrarouge pourrait réchauffer les lunes qui tournent autour. Vous en voyez une première, une lune de Moonsé. En vous approchant de cette lune, vous constatez qu'elle a des couleurs qui ressemblent à la Terre, mais en fait, vos instruments de mesure vous indiquent qu'elle a plutôt la taille de Neptune. Donc, c'est un monde où la gravité est trop forte pour les êtres humains, pour la vie telle qu'on la connaît sur Terre. Il y a des nuages, c'est tentant, une couleur bleue. Mais par contre, on ne voit pas de continent. Après tout, ça pourrait être un monde qui est entre les mondes de roche et les mondes de gaz. Et puis vous découvrez une lune de la lune de Moonsé. Cette lune, votre vaisseau vous dit qu'elle a la taille de la Terre et une masse identique. En vous approchant, tout à coup, vous constatez des couleurs qui ressemblent à celles de la Terre. Un peu trop blanches peut-être.
On dirait la Terre d'il y a 2 milliards d'années. Encore couverte de glace, mais qui commence à se fragmenter, qui se réchauffe. Il y a des nuages dans l'atmosphère. Vos instruments de mesure vous indiquent qu'en fait c'est une atmosphère qui a majorité d'azote, similaire à la Terre. Et tout à coup, vous constatez qu'il commence à y avoir de l'oxygène. De l'oxygène avec des quantités qui sont similaires à celles de la Terre. La densité de l'atmosphère est semblable, 25% seulement plus dense. La température est légèrement plus froide, mais tout indique que c'est un monde qui est en train de se réchauffer. La présence d'oxygène indique qu'il y a une vie qui commence, qui débute sur cette planète. Alors l'absence de continents émergés vous dit que cette vie encore est bactérienne seulement. Et donc c'est un écosystème qui n'a pas encore commencé à évoluer. C'est un monde, tout à coup, qui serait habitable. Il suffit d'attendre qu'il se réchauffe un peu, ou de l'aider à se réchauffer. Vous décidez donc de vous poser. Les conditions semblent optimales. C'est un air que vous pouvez respirer. Nous décidons donc de nous poser sur la lune de Poussée. Pour à peu près à quoi ressemble ce monde, à quoi ressemble son ciel, à quoi ça ressemblerait d'y vivre. Et ça ressemble à la Terre. Mais en plus joli, parce qu'en plus de voir un soleil dans le ciel, on voit même une planète et sa lune. Tout à coup, on a trouvé un monde habitable par des êtres humains. Ce n'est pas une planète, c'est une lune. Et qui a dit que ce ne serait pas possible sur la lune d'une planète géante? Eh bien, notre quête a réussi. Nous avons trouvé un monde qui a la taille de la Terre, autour d'une étoile similaire au Soleil, où il y a de l'eau liquide, où la vie finalement serait possible. Il y a du travail à faire. Et des personnes à emmener, des plantes, des animaux. Ouais. Bon, vous avez compris que ce voyage est imaginaire, n'est-ce pas? Et que je suis pas un androïde. Et qu'on est toujours en l'an 2023. Par contre, une chose est sûre, c'est que je m'appelle toujours Roger, alors je vous le garantis. Mais en fait, notre voyage n'était pas tout à fait imaginaire. Parce que ces planètes que nous avons visitées, en fait, existent. Alors, est-ce qu'il y a un monde habitable par les êtres humains? Il y a des possibilités. On ne les a pas encore confirmées, on travaille ça. Ces planètes, on les a découvertes. Bon, il y a des hypothèses que j'ai lancées comme la vie sur Titan. En fait, c'est une hypothèse qui existe aujourd'hui. Mais on ne sait pas encore s'il y a de la vie sur Titan, parce qu'on ne connaîtrait pas de forme de vie, on ne connaît pas de forme de vie qui est basée sur le méthane. Mais on prépare des missions pour aller explorer Titan d'un peu plus près. Alors cette idée des étoiles, ces petits luminaires dans le ciel et dans d'autres soleils, ne date pas d'aujourd'hui en fait. Elle date d'aussi loin que plus de 2000 ans avant notre ère. Aristarque de Samos est le premier à regarder le ciel et se dire que toutes ces étoiles, c'est probablement d'autres soleils. Et puis l'idée de planètes existant autour de ces étoiles, on peut remonter au moins jusqu'à Giordano Bruno, au XVIe siècle, qui en regardant le ciel s'est dit il y a sûrement plein de planètes autour de ces étoiles et il y a sûrement de la vie sur ces planètes. Mais alors, ni Aristarque de Samos, ni Giordano Bruno avaient les moyens de vérifier leurs hypothèses. Aujourd'hui, on peut. On a ce qu'il faut. Des observatoires. En fait, nous sommes actuellement sur le sommet du Mauna Kea à Hawaï. Je ne sais pas si vous avez déjà été là-bas. Est-ce qu'il y en a qui ont été au Mauna Kea déjà? En fait, c'est un des sites les meilleurs pour l'étude du cosmos. Il y a des conditions idéales. Ce télescope que vous voyez ici, il s'appelle le Canada-France-Hawaii télescope. Le télescope Canada-France-Hawaï, il a été construit en 1976. Ce télescope auquel le Canada contribue aussi, c'est un télescope qui a été construit à la fin des années 90, c'est le Gemini Nord, parce qu'il a un frère jumeau dans l'hémisphère sud.
Les télescopes que vous voyez là-bas, c'est les Keck. Ils ont chacun 10 mètres de diamètre. Et celui-ci juste à côté, c'est le télescope Subaru. C'est un télescope japonais. Et non, il n'est pas... c'est pas une marque de voiture Subaru, en fait. C'est le nom des Pléiades anciennes, un groupe d'étoiles. Alors, ces télescopes contribuent à la recherche d'exoplanètes, à leur étude. Les télescopes les plus importants dans cette quête, en fait, se trouvent dans l'espace. Deux en particulier. Le premier, qui se trouve juste là, c'est le télescope Kepler. Lancé en 2008, il a observé un seul petit bout du ciel pendant près de 5 ans à la recherche de planètes autour d'autres étoiles. Et le deuxième test a été lancé en 2018, et il continue ce travail. Lui, il cherche des exoplanètes dans tout le ciel. Avec toutes ces observations, je peux vous confirmer aujourd'hui l'existence de plus de 5523 exoplanètes. Ouais. Alors ce petit coin-là, il n'a rien de privilégié, c'est tout simplement l'endroit où Kepler est en train de regarder pendant 5 ans. Et c'est pour ça qu'il y a tellement d'exoplanètes. Mais en fait, pour la plupart de l'histoire de l'humanité, le nombre de planètes que nous connaissions se tenait sur les doigts d'une seule main, en fait. Et c'est pour ça qu'on va remonter dans le passé. Alors on a fait un voyage dans le futur, maintenant on va remonter dans le passé. On va aller 4000 ans en arrière. On va s'imaginer que nous sommes en Égypte ancienne, dans le désert. Pourquoi le désert? Parce qu'il n'y a pas de pollution lumineuse, il fait clair tout le temps. On peut observer les étoiles toutes les nuits. Et en observant les étoiles, le ciel toutes les nuits, nous avons constaté qu'en fait, les étoiles ne gardaient pas la même place de nuit après nuit. Elles changeaient de place. Mais en étant plus attentifs, nous avons constaté que les étoiles étaient fixes l'une par rapport aux autres. Et donc, nous avons pu dessiner de petits dessins avec les étoiles, ce qu'on appelle des constellations aujourd'hui. Et donc, on a vu ces constellations se déplacer, mais elles restaient fixes l'une par rapport à l'autre. Par contre, il y avait quelques étoiles qui, elles, ne voulaient pas se tenir en place. Des étoiles vagabondes. Regardez bien ces quelques étoiles. On en voit 2 maintenant, vous allez voir les autres. Et étoile vagabonde en grec ancien, ça se dit planète. D'où le mot planète. Et il y avait la Lune qui était vagabonde aussi, et le Soleil qui était vagabond. Ces 5 étoiles vagabondes, et 2 objets comme la Lune et le Soleil, se déplaçaient dans le ciel par rapport aux autres étoiles. Et c'est ainsi qu'on a eu nos 5 planètes, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. En fait, elles ont des noms différents en fonction des civilisations. Alors ça nous fait 5 objets, 5 étoiles vagabondes, plus la Lune et le Soleil, ça fait 2. 5 plus 2, ça fait combien? 5 plus 2, ça fait combien? 7. Et combien de jours il y a la semaine? 7. Eh bien, vous venez de découvrir pourquoi il y a 7 jours à la semaine. Oui. Lundi, Lune. Mardi, Mars. Mercredi, Mercure. Eh oui. Eh oui. Alors, on a connu 5 planètes pendant des millénaires jusqu'en 1609. En 1609, c'est la fin de la Renaissance. Quelques années avant, en 1602, les êtres humains ont réussi à développer des lunettes. Pas les lunettes que je porte, des lunettes pour observer au loin, des lunettes grandissantes. On observait l'horizon, on regardait les bateaux à l'horizon, les plaines. Sauf qu'en 1609, Galilée apprend à construire des lunettes et il pointe sa lunette vers le ciel, vers les planètes, la Lune et le Soleil et d'autres objets. Et en observant les planètes, Galilée découvre, comme Jupiter par exemple, que les planètes en fait ne sont pas des étoiles, des points lumineux dans le ciel. Elles n'apparaissent pas comme ça, mais elles sont rondes, comme la Terre. Parce que la Terre, on savait qu'elle était sphérique depuis le temps des Grecs. Oui, elle n'a jamais été plate. C'est plate, une Terre plate, n'est-ce pas? Alors, on découvre tout d'un coup que les planètes sont rondes comme la Terre. Et en plus, il découvre 4 étoiles qui semblent danser autour de Jupiter. Il a en fait découvert
4 objets, 4 lunes de Jupiter, 4 objets qui tournaient autour de Jupiter. Et donc tout à coup on a compris qu'en fait tout ne tournait pas autour de Terre. Et oui, on a découvert en fait la 6e planète. Et la 6e planète c'est la Terre. Ben, les 5 planètes, on n'a jamais nommé la Terre parmi les planètes, parce que la planète de Terre, on pensait qu'elle était au centre, qu'elle était spéciale, qu'elle n'avait rien de... C'était pas une étoile vagabonde. Tout à coup, les étoiles vagabondes des planètes sont comme la Terre ronde, et on comprend finalement que la Terre, comme toutes les autres planètes, sont en train de tourner autour du Soleil. Et donc la Terre est comme les autres planètes. Planète numéro 6. Évidemment, ça c'est le modèle de Copernic. Avec le développement des télescopes, l'avancée des sciences, on commence à comprendre la gravité, et on commence à chercher le ciel à la recherche d'autres planètes. Et comme ça, au XVIIIe siècle, en cherchant d'autres étoiles vagabondes, on en trouve une. Est-ce que je vais pouvoir la repérer cette fois-là? C'est où? Ben voilà, Uranus, une autre étoile vagabonde, mais cette fois on comprend ce que c'est. En étudiant le mouvement d'Uranus, Urbain Le Verrier arrive à comprendre qu'il y a une autre planète. Il fait le calcul, on pointe nos télescopes au 19e siècle, et au 19e siècle on trouve la planète, où est-ce qu'elle est? Neptune. Une autre étoile vagabonde. Et comme ça, des millénaires avec 5 planètes, tout à coup en quelques centaines d'années on trouve 3 autres planètes, on en a 8 maintenant. Mais avec l'avancement des sciences, finalement, et nos télescopes, on arrive à comprendre aussi que les étoiles, c'est d'autres soleils. C'est de grands astres qui produisent la chaleur et la lumière en brûlant leur cœur, en transformant leur cœur l'hydrogène en hélium. Et finalement, si ces étoiles sont comme le soleil, pourquoi ne pas avoir de planètes autour? Et si elles sont des planètes, est-ce qu'on pourrait par hasard les découvrir, ces planètes? Ben alors on va s'imaginer qu'on est en train d'observer le système solaire de loin. Alors évidemment, il y a des planètes autour du Soleil. Ces planètes sont minuscules par rapport au Soleil. Et elles n'émettent la lumière que parce qu'elles réfléchissent à la lumière du Soleil. Donc c'est comme des petites mouches qui tournent autour d'un grand projecteur. Et une fois qu'on s'éloigne trop, on est perdu, on est ébloui par la lumière d'étoiles, on ne peut plus voir les planètes. Manque de chance, on ne peut pas les voir de si loin. Avons-nous perdu tout espoir? Bon, alors imaginons pour un instant que sur Terre, on est capable de voir quelques systèmes de planètes autour d'autres étoiles, mais alors en grand. Il y a certains systèmes qu'on verrait de face. On verrait les planètes en train de faire des tours autour d'étoiles. Il y a d'autres objets, d'autres systèmes qu'on verrait par un peu inclinés comme celui-ci. On verrait quand même les planètes en train de tourner autour de l'étoile. Mais pour certains systèmes, on les verrait par la tranche. À ce moment, on ne va plus voir les planètes tourner autour de l'étoile. On va les voir en train de faire des lignes comme ça, en passant quelquefois devant l'étoile et quelquefois derrière l'étoile. Mais qu'est-ce qui se passe quand elle passe devant l'étoile? Eh bien, la planète, elle va bloquer une toute petite partie de la lumière d'étoile. C'est comme une mini-éclipse qu'on appelle un transit. Mais en bloquant une petite partie de l'étoile, la lumière qui nous arrive sur Terre va baisser légèrement. Et on va voir la lumière d'étoile baisser légèrement, puis remonter, une fois que la planète a passé. Mais on n'a pas besoin de voir la planète pour ça. Il suffit d'observer la baisse de la luminosité de l'étoile, même si elle est très petite, et de la voir se répéter. Et si ça se répète, eh bien on a trouvé une planète. Et donc on peut trouver les planètes, non pas en regardant les planètes elles-mêmes, mais en trouvant leur effet sur leur étoile. Et c'est ainsi qu'on a trouvé des moyens de découvrir des planètes. Alors, à votre avis, quand est-ce qu'on a découvert la première exoplanète? Je vais vous donner 3 dates et on va jouer à voter comme on l'a fait pour les planètes avant. 1930, 1992 et 2002. Qui pense qu'on a trouvé la première exoplanète en 1930? Personne. Ok.
1992. D'accord. En 2002. Ouais, bon, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui ne veulent pas se mouiller. Peut-être que c'est pas ça, peut-être pas si. Ben, alors 1930, c'est la découverte de Pluton, alors c'est pas une exoplanète, même plus une planète aujourd'hui. En 1992, on trouve les premières 3 exoplanètes autour de ce système-là. Vous savez comment il s'appelle? En fait, vous savez comment il s'appelle parce que vous l'avez visité. Et c'est quel système où il y avait 3 planètes? Comment? Leach, exactement. Et les 3 planètes qu'on découvre ne sont pas une étoile autour d'une étoile d'âge mûr, autour d'une étoile morte. Mais c'est quand même 3 premières planètes découvertes autour de Leach. Alors c'est pas par la méthode du transit, c'est plus compliqué, mais c'est pareil, c'est en regardant les effets sur l'étoile. Les premières étoiles et les premières planètes trouvées autour d'étoiles comme le Soleil, c'est en 1995. Ça a valu à leur auteur le prix Nobel. 3 planètes. Ça fait un total de 6. Alors, prochaine destination, c'est 2002, mais on va essayer de voir s'il y a quelqu'un qui est né, quelqu'un ou quelqu'une qui est né entre 1995 et 2002. Y en a-t-il? Quelqu'un qui aimerait me donner son année de naissance? En 1995 et 2002? Comment? 98. 1998. En 1998, on trouve 8 exoplanètes pour un total de 21. Alors, est-ce que quelqu'un... Bon, je vais mettre 2002 pour commencer. En 2002, on trouve 32 exoplanètes pour un total de 108. Qu'est-ce que quelqu'un est né après 2002? Quelqu'un, quelqu'une... Oui, quelle année? Pardon? 2012. 2012. En 2012, on trouve 146 exoplanètes pour un total de 955 exoplanètes. Oui. 2015. En 2015, on trouve 170 exoplanètes pour un total de 2179. Quelqu'un qui est né en 2016? Pas de 2016? Oui, qui est né en 2016? Qui est né en 2016? Regarde ce qui va se passer là. 2016. 1536 exoplanètes. Confirmées en 2016 pour un total de 3715. Regardez le petit coin de ciel là, ici. C'est Kepler, parce que lancé en 2008, il commence 2009, etc. et ça commence à compter. Et puis aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on a 5523 exoplanètes de confirmés, mais en fait, c'est pas la fin de l'histoire. Il y a près de 10 000 qui sont dans la file d'attente, qu'on a déjà mesurées. Il faut juste faire des mesures de certification, si vous voulez, pour s'assurer que ces planètes. Donc un jour, dans 10 ans, peut-être tout ceci est là, il ressemblera à ce petit coin-là, avec plein d'exoplanètes. Mais alors, est-ce qu'on est condamné à juste compter des exoplanètes et ne pas les voir? Et là... Ce que vous voyez, en fait, c'est des images qui ont été prises au télescope. Il a fallu 7 ans pour monter cette petite vidéo de quelques secondes. C'est une équipe d'astronomes du Québec, en fait, qui a fait ces images. Alors, vous voyez 4 planètes en train de tourner autour d'une étoile. Vous allez me dire, c'est une étoile noire? Non. Alors, on utilise ce qu'on appelle un coronagraphe. En fait, c'est un petit instrument qui va bloquer la lumière d'étoile. Tout comme on met notre main devant nos yeux pour bloquer la lumière d'une lumière intense, pour pouvoir voir des environs. Et comme ça, on a pu voir 4 planètes en train de tourner autour d'une étoile. Mais ça ne s'arrête pas là. Alors, on parlait de planète habitable par des êtres humains. La seule planète habitable par des êtres humains que nous connaissons, c'est quelle planète? Ben oui, c'est la seule planète qui est habitable par des êtres humains pour l'instant. Ben, c'est la seule planète que nous connaissons, on vit dessus. Alors imaginez qu'on regarde la Terre de loin. À votre avis, quels seraient les signes de vie? Ou les conditions possibles qu'on pourrait observer qui pourraient indiquer que ouais, il y a les bonnes conditions pour la vie? Qu'est-ce qui indiquerait la possibilité de vie sur Terre, si on la voit de loin? Pardon? De l'eau. De l'eau. La vapeur d'eau dans l'atmosphère, des nuages, de l'eau. Quoi aussi? Il faut qu'elle soit dans un zone habitable et qu'il y ait de l'eau. Autre chose, des indications de la Terre elle-même qui pourraient indiquer la présence de vie. Vous respirez quoi? Oui, de l'air. Mais quelle partie de l'air en particulier? De l'oxygène.
Eh ben, j'ai une petite nouvelle pour vous. L'oxygène existe sur Terre parce qu'il y a la vie. En d'autres termes, si on tue la vie demain matin sur Terre, elle disparaît complètement, l'oxygène disparaît de l'atmosphère. Donc si on trouve de l'oxygène dans l'atmosphère d'une exoplanète, c'est qu'il y a de la vie. Alors vous allez me dire, là, c'est de la science-fiction. Tu ne vois pas les planètes et tu penses pouvoir mesurer ce qu'il y a dans l'atmosphère? C'est pas sérieux, ça! Bon, alors, vous voyez l'atmosphère de la Terre, c'est une petite mince, c'est une bande très mince autour de la Terre. Mais regardez, on est capable de voir le Soleil à travers l'atmosphère. Est-ce que l'atmosphère affecte la lumière du Soleil? Ben oui. Quelle est la couleur du Soleil au coucher? Au coucher, juste avant qu'il se couche, à l'horizon. Orange-rouge, n'est-ce pas? Est-ce que le Soleil porte un pyjama rouge avant d'aller se coucher? Ben non, c'est l'atmosphère qui impacte la lumière qui nous provient du Soleil. Et donc, il y a des traces de l'atmosphère dans la lumière qui vient du Soleil. Alors imaginez pour un instant qu'on observe un transit de la Terre devant le Soleil. Les astronomes utilisent ce qu'on appelle un spectre. Vous allez me dire, c'est un arc-en-ciel. Ah oui, un arc-en-ciel, c'est ce qu'on appelle un spectre de la lumière. Mais alors, c'est un arc-en-ciel qui est beaucoup plus précis parce qu'il y a toutes ces bandes noires. Ces bandes noires, en fait, c'est la signature des éléments présents dans le Soleil. C'est-à-dire qu'en regardant ces bandes noires, les astronomes sont capables de savoir qu'est-ce qu'il y a dans le Soleil. Quels sont les éléments qui sont présents. Ce spectre que vous voyez, c'est le spectre quand la Terre est entre l'instrument et le Soleil. Donc quand il y a un transit de la Terre devant le Soleil. Et le spectre maintenant que vous voyez, c'est celui quand la Terre a poussé devant le Soleil. Alors est-ce que vous voyez des différences? Ça c'est le spectre quand la Terre fait un transit. Ça c'est le spectre après le transit. Vous avez vu des différences? Oui, alors si je vous montre les petits ciliés ici, regardez bien. Ça c'est pendant le transit de la Terre. Ça c'est après le transit de la Terre. Ces petites différences que vous voyez en fait sont dues à l'atmosphère de la Terre. Et elles sont dues en particulier à deux gaz dans l'atmosphère de la Terre. L'eau, qui est une condition de vie, et l'oxygène, qui est une indication de présence de la vie. Donc on serait capable en fait, rien qu'en regardant le spectre de l'étoile pendant le transit et après le transit, de savoir s'il y a de gaz dans l'atmosphère et s'il y a les conditions de la vie et s'il y a même de la vie. Est-ce qu'on est en train de le faire? Ben, bien sûr qu'on est en train de le faire. On le fait du sol, à travers certains des télescopes que vous avez vus au Mauna Kea, hier, on fait de l'espace. C'est le télescope James Webb, le plus grand télescope spatial jamais construit. Eh bien, le télescope James Webb a deux missions en particulier. L'une d'elles, c'est d'étudier les exoplanètes, en particulier le gaz dans les atmosphères des exoplanètes. En fait, chercher s'il y a des atmosphères et quels sont les gaz des atmosphères. Et l'instrument qui est au bord de James Webb, qui fait ce travail, c'est un instrument qui a été construit par une équipe internationale, mais qui est mené par un astronome de l'Université de Montréal. Oui. À Montréal, on mène la charge. Hein. On va trouver la vie. Et bien, le télescope James Webb, il fait 6,5 mètres de diamètre ici. Et il observe en particulier, il va passer 10% de son temps à observer un seul système que vous ne voulez pas, que vous n'avez pas voulu visiter. Vous étiez mené par Luke Skywalker. En fait, il va observer Trappist 1 parce qu'il y a 7 planètes possiblement, potentiellement capables d'avoir de la vie. Mais est-ce qu'on cherche seulement de la vie ailleurs que dans le système solaire? Eh ben non. Je vous présente JUICE. Ah, elle s'appelle JUICE. La sonde s'appelle JUICE. Et JUICE a été lancée il y a près de 2-3 mois par l'Agence spatiale européenne. Elle va être suivie en octobre 2024 par Clipper. JUICE et Clipper, en fait, ont été lancés vers Jupiter. Elles vont mettre 6 ans à atteindre Jupiter. Mais en fait, leur objectif, c'est pas Jupiter. C'est les lunes de Jupiter. C'est en fait quelques-unes des lunes qu'a découvert Galilée. Les lunes galiléennes, entre autres celle-ci, Europa. Alors, ce que vous voyez, en fait, c'est de la glace. Mais ce qu'on a découvert, c'est qu'en dessous de cette glace, il y a un océan d'eau salée. Et cet océan d'eau salée contient beaucoup plus d'eau que tous les océans de la Terre. Qui
dit océan d'eau salée, dit source d'énergie, et dit possibilité de vie. Est-ce que la vie s'est développée sous la glace d'Europa, dans cet océan salé? C'est précisément ce que Juice et Klippel vont essayer de comprendre. Il leur faudra 6 ans pour atteindre Jupiter, puis 2 ans pour se mettre en orbite et pour envoyer leurs premières données du système jupitérien. Évidemment, en attendant, on a un télescope au sol. On a James Webb qui continue à scruter l'univers à la recherche de mondes habitables par les êtres humains et d'autres mondes aussi. Alors évidemment, quand est-ce qu'on en trouvera? L'avenir nous le dira. Notre quête se termine dans le théâtre de la volonté, mais elle continue à l'extérieur. Certains parmi vous seront un jour les auteurs et autrices de cette quête et trouveront peut-être cette planète habitable par les êtres humains. Mais pour l'instant, on a juste nos rêves pour ça et nos télescopes. Je vous remercie d'avoir été présent. J'espère que vous avez fait un bon